Une balle dans la nuit, un cri de justice étouffé, qui protégera ceux qui protègent la loi. Avant de plonger dans cette histoire bouleversante, si vous êtes prêt à découvrir une vérité choquante et à soutenir la quête de justice, laissez un commentaire avec le numéro 1 et abonnez-vous à la chaîne. Si vous n'êtes pas convaincu, un simple like nous aidera à partager cette histoire. Et surtout, restez jusqu'à la fin. Une révélation inattendue vous attend, un rebondissement qui vous laissera sans voix. Sous les lumières vacillantes des Champs-Élysées, le 15 octobre 2024, à 22h32, Amélie Dubois, une procureure française d'origine africaine de 38 ans, conduit sa Peugeot 508 rutilante. Cette femme au regard perçant, symbole de réussite et d'intégrité, incarne l'espoir d'une justice équitable. Mais cette nuit, l'obscurité de Paris révèle un monstre en uniforme, Jacques Lefebvre, un policier aigri rongé par des préjugés racistes. Avec un rictus mauvais, il l'arrête sous un prétexte fallacieux, un feu arrière soi-disant défaillant. La tension monte, l'air devient suffocant. Jacques, humilié par l'assurance d'Amélie, une femme noire au volant d'une voiture de luxe, voit son autorité vaciller. Son regard haineux trahit une rage contenue, alimenté par une dispute conjugale plus tôt dans la soirée. Mais ce n'est pas tout. Dans un coin sombre, il glisse un sachet de drogue dans la voiture, prêt à salir la réputation d'Amélie. Lorsqu'elle refuse de céder à son chantage, 500 € pour oublier l'infraction, sa fureur explose. Alors qu'Amélie tend la main vers son téléphone pour appeler à l'aide, un coup de feu déchire la nuit. Une douleur brûlante transperce son abdomen. Le sang coule, la justice saigne. Pourquoi une défenseure de la loi devient-elle la proie d'un système corrompu? Quel secret Jacques cache-t-il encore enfoui? Fouille dans son passé. Trouble. Suivez cette histoire pour découvrir une vérité qui vous fera frémir de colère et vibrer d'espoir. L'injustice s'enracine dans l'ombre et la vérité lutte pour éclater au grand jour. La nuit du 15 octobre 2024 sur les Champs-Élysées. Le sang d'Amélie Dubois, procureure française d'origine africaine, tache le bitume froid, symbole d'une justice trahie par ceux censés la protéger. Alors que son corps s'effondre, une douleur brûlante irradie son abdomen et le hurlement silencieux de l'injustice résonne dans l'air glacé. Jacques Lefebvre, l'officier de police rongé par la haine, a franchi une ligne irréversible. Mais ce n'est que le début d'un scandale qui va secouer Paris, révélant les entrailles pourries d'un système gangréné par le racisme et l'abus de pouvoir. Comment un homme en uniforme peut-il transformer une simple halte routière en un piège mortel? Et quel secret enfoui dans son passé menace de tout faire basculer? Jacques, 45 ans, est un vétéran de la police nationale. Un homme au visage rougeau et au regard dur, connu dans son commissariat pour son tempérament explosif et ses préjugés à peine voilés contre les personnes de couleur, surtout celles qui, comme Amélie, affichent une réussite éclatante. Ce soir-là, son humeur est encore assombrie par une dispute conjugale, une énième querelle avec sa femme qui l'accuse de s'enfermer dans une colère chronique. Cherchant une cible pour évacuer sa rage, il repère la Peugeot 508 d'Amélie, un symbole de luxe qui, à ses yeux, n'a rien à faire entre les mains d'une femme noire à cette heure tardive. Avec un rictus de mépris, il ordonne à son jeune collègue Pierre Martinez d'allumer le gyrophare. Pierre, un officier latino de 26 ans, à peine un an dans la police, suit les ordres mal à l'aise, sentant l'agressivité de Jacques déborder sans raison apparente. Lorsque Jacques s'approche de la voiture, son ton est déjà hostile. « Ouvre la fenêtre vite !» aboie-t-il, frappant le carreau avec force. Amélie, épuisée après une longue journée au palais de justice où elle préparait un procès explosif contre un officier accusé de violence sur un suspect maghrébin, reste calme mais ferme. « Bonsoir, officier. Quel est le problème ?» demande-t-elle, sa voix teintée d'une autorité naturelle. Jacques, irrité par son assurance, scrute l'intérieur luxueux de la voiture et son costume impeccablement taillé. « Jean, papier et permis », ordonne-t-il sèchement. Amélie obtempère, tendant les documents avec une lenteur calculée, consciente des tensions raciales qui imprègnent ses interactions nocturnes. Mais le regard de Jacques, chargé de mépris, s'attarde sur sa montre de luxe. Son tailleur Chanel, et il ricane. « Tu conduisais de façon erratique, tu le sais, non?
Ment-il cherchant à provoquer? Amélie, forte de son expérience de procureur, répond posément. Je suis certaine d'avoir conduit prudemment, officier. Jacques, piqué au vif par son calme, invente une nouvelle excuse. Ton feu arrière droit est défectueux. C'est une infraction grave. En réalité, c'est un prétexte absurde, une tactique courante pour justifier des contrôles discriminatoires. Puis, baissant la voix avec un sourire venimeux, il ajoute « Mais on peut régler ça vite. 500 € pour le fonds de bienfaisance de la police, et tu repars comme si de rien n'était. » Le cœur d'Amélie s'accélère, un mélange de choc et de colère l'envahit. Une procureure garante de la loi face à une tentative d'extorsion aussi éhontée. « Officier !» rétorque-t-elle, la voix glaciale. « Ma voiture est en règle. Je n'ai rien fait de mal. Si vous pensez qu'il y a une infraction, rédigez un procès-verbal. » Ce refus prononcé avec une dignité inébranlable est une gifle pour Jacques. Lui, habitué à intimider, se sent humilié devant Pierre, le jeune recrue, qui observe en silence. Sa colère, alimentée par des années de préjugés et une frustration personnelle, explose. « Sortez de la voiture !» hurle-t-il, son visage écarlate. Amélie, sentant le danger, descend lentement droite, défiante son regard. Jacques, furieux, ouvre la portière passager et, dans un geste furtif, glisse un sachet de poudre blanche entre le siège et la console centrale. « Tiens, qu'est-ce qu'on a là ?» s'exclame-t-il, brandissant le sachet. « Trafic de drogue, hein? T'es dans de sales drops, ma belle. » Amélie, horrifiée, comprend le piège. « Ce n'est pas à moi. Vous l'avez placé là, je vous ai vu !» crie-t-elle, sa voix tremblante de rage et de peur. Jacques, jubilant, savoure son pouvoir. Mais lorsqu'Amélie, désespérée, tente de prendre son téléphone pour appeler à l'aide, il hurle « Elle a une arme, ne bouge pas !» Un mensonge éhonté, un prétexte pour justifier l'irréparable. En un éclair, il dégaine son pistolet. Sig Sauer et tire. La détonation déchire la nuit et Amélie s'effondre, le sang jaillissant de son abdomen. Pierre, pétrifié, voit l'horreur se dérouler sous ses yeux. Jacques, réalisant l'ampleur de son acte, tremble, mais tente de se couvrir en murmurant « Elle m'a menacé. » Pourtant, un détail nouveau ajoute une couche de suspense. Pierre, dans un moment de doute, a discrètement activé son téléphone pour enregistrer l'échange, capturant une preuve audio secrète qui pourrait tout changer. Cette atrocité n'est pas un simple accident, mais le fruit d'un système qui tolère trop longtemps les officiers comme Jacques, dont le dossier révèle des plaintes ignorées pour comportements racistes lors de contrôles passés. Une rumeur circule, même Jacques aurait été impliqué dans une affaire similaire il y a des années, étouffée par ses supérieurs. Ce secret, s'il éclate, pourrait non seulement détruire Jacques, mais ébranler tout le commissariat. Amélie, entre la vie et la mort, devient le symbole d'une lutte plus grande, une femme qui, même brisée, incarne la résistance face à l'injustice. Si cette histoire d'injustice et de courage vous révolte, laissez un commentaire avec le mot « justice » et abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Partagez vos pensées, comment arrêter ces abus, et restez avec nous, car la prochaine partie révélera le secret explosif du passé de Jacques. Une vérité qui pourrait changer la donne. Ne manquez pas ça, un cri dans la nuit, un système qui vacille sous le poids de ses propres péchés. Alors que le sang d'Amélie Dubois s'écoule sur le pavé des Champs-Élysées, la nuit du 15 octobre 2024 devient le théâtre d'une tragédie qui secoue les fondations de la justice française. Jacques Lefebvre, l'officier corrompu qui a tiré sur une procureure respectée, tente de masquer son crime par un mensonge éhonté, prétendant qu'Amélie, une femme désarmée, représentait une menace. Mais alors que son corps peu frêle est emporté vers l'hôpital Pitié-Salpêtrière, un vent de révolte commence à souffler. Ce n'est pas seulement une femme qui lutte pour sa vie, c'est tout un système gangréné par le racisme et l'impunité qui est mise à nu. Et dans l'ombre, une découverte inattendue menace de faire tomber non seulement Jacques, mais tout un réseau de complicité au sein de la police nationale. Sous les sirènes hurlantes qui déchirent. La nuit parisienne. Amélie, à peine consciente, est portée sur une civière, son tailleur Chanel trempé de sang. La balle a perforé son abdomen, causant des lésions graves à ses organes internes. Les ambulanciers, visage tendu, luttent pour stabiliser son état critique, tandis que la foule commence à se rassembler, attirée par le chaos des gyrophares. Jacques, le souffle court, tente de reprendre le contrôle, son Glock encore chaud dans son holster. « Elle m'a menacé.
Elle avait une arme, bafouille-t-il à Pierre Martinez, son jeune collègue tétanisé, qui sait pertinemment qu'Amélie n'atteignait que son téléphone. Pierre, encore sous le choc, sent une colère sourde monter en lui mêlée de peur et de honte. Il a capturé l'échange sur son téléphone, un enregistrement secret qui brûle dans sa poche comme une bombe à retardement. Mais un détail nouveau surgit, ajoutant une couche de suspense glaçante en fouillant la voiture d'Amélie. Jacques découvre non seulement sa carte de procureur, mais aussi un dossier confidentiel glissé dans son sac mentionnant une enquête en cours sur un réseau de corruption impliquant des officiers de haut rang. Ce dossier, s'il est révélé, pourrait faire tomber des figures puissantes, et Jacques, paniqué, comprend qu'il a peut-être tiré sur la mauvaise personne. La nouvelle de l'incident se répand comme une traînée de poudre. D'abord, un murmure dans les rangs de la police, puis une explosion dans les médias. Une procureure abattue par un policier lors d'un contrôle routier. Lorsque l'identité d'Amélie Dubois, magistrate respectée du Palais de justice de Paris, est confirmée, la ville entière tremble. Les réseaux sociaux s'enflamment, les hashtags Justice pour Amélie et Stop Racisme Policial envahissent Twitter. Les organisations de défense des droits humains, en particulier celles représentant les communautés africaines et maghrébines, organisent des veillées devant le commissariat central et l'hôtel de ville. L'image d'Amélie, une femme noire brillante, incarnation de la réussite et de l'intégrité, gisant dans une mare de sang, devient un symbole insupportable de l'injustice systémique. La colère publique atteint un paroxysme alimenté par des années de frustration face aux brutalités policières et au contrôle au faciès. À l'hôpital Pitié-Salpêtrière, les chirurgiens les plus compétents de Paris se battent pendant 8 heures pour sauver Amélie. La balle a déchiré son foie et causé des hémorragies internes massives. Elle passe des jours en soins intensifs, entourée de machines qui maintiennent son souffle fragile. Chaque respiration est une lutte, chaque battement de cœur un défi à la mort. Pourtant, même dans cet état, l'esprit d'Amélie reste vif. Entre deux vagues de douleur, elle murmure à une infirmière. « Il a menti. Il a tout inventé. » Son courage, même au bord de l'abîme, est une gifle au visage de ceux qui espéraient la réduire au silence. Pendant ce temps, la Direction générale de la sécurité intérieure DGSI prend en charge l'enquête alertée par l'attaque contre une magistrate fédérale. Jacques est suspendu son badge et son arme confisquée, mais il persiste dans son mensonge, affirmant qu'Amélie était une trafiquante de drogue menaçante. Pierre, rongé par la culpabilité, hésite à révéler son enregistrement. Une rumeur terrifiante circule. Jacques aurait été protégé par des supérieurs influents dans une affaire similaire il y a 10 ans où une autre victime, un jeune homme sénégalais, avait été accusé à tort et laissé sans justice. Ce précédent, s'il est prouvé, pourrait exposer un scandale bien plus vaste. L'indignation publique ne faiblit pas. Les journalistes d'investigation fouillent le passé de Jacques, découvrant des plaintes répétées pour comportements discriminatoires toutes classées sans suite par ses supérieurs. Les habitants des banlieues parisiennes, souvent victimes de contrôles abusifs, se joignent aux manifestations brandissant des pancartes avec le visage d'Amélie. Le maire de Paris et le préfet de police sont submergés de questions sur la formation des officiers et la culture toxique au sein de la police nationale. La découverte du dossier dans le sac d'Amélie ajoute une dimension explosive et si elle était visée à cause de son enquête sur la corruption policière. Cette hypothèse, bien que non confirmée, attise les flammes de la colère collective. Amélie, toujours entre la vie et la mort, devient plus qu'une victime. Elle est un miroir tendu à une société qui doit affronter ses démons. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, commence à émerger, portée par le courage de Pierre et l'indignation d'une nation. Mais le combat pour la justice ne fait que commencer et les secrets enfouis dans les couloirs du pouvoir menacent de tout engloutir. La vérité, comme une lame, tranche les mensonges, mais à quel prix pour ceux qui la portent? Alors que les sirènes s'éloignent dans la nuit parisienne emportant Amélie. Dubois, grièvement blessé, vers l'hôpital. Pitié-Salpêtrière. La ville s'enflamme d'une colère collective. Le scandale de l'attaque contre une procureure respectée par un policier corrompu, Jacques Lefebvre, secoue les fondations de la société française, révélant les fissures d'un système où le racisme et l'impunité prospèrent encore.
Mais dans les bureaux feutrés de la Direction générale de la sécurité intérieure DGSI, une enquête implacable prend forme déterminée à faire tomber les masques. Ce n'est pas seulement le destin d'un officier véreux qui est en jeu, mais celui d'un réseau de corruption que le dossier retrouvé dans le sac d'Amélie menace d'exposer. Une nouvelle révélation choc émerge un témoin anonyme. Un ancien collègue de Jacques détient des informations explosives sur un scandale étouffé qui pourrait relier l'incident à des figures puissantes de la police nationale. L'enquête déclenchée par l'attaque contre une magistrate fédérale prend une ampleur sans précédent. La DGSI, avec son autorité implacable, place Jacques sous une loupe brûlante. Suspendu immédiatement son badge et son arme confisquée, il est interrogé pendant des heures dans une salle austère du siège parisien. Jacques, le visage crispé, s'accroche à son mensonge. Amélie, prétend-il, était une trafiquante de drogue, une menace qui l'a forcé à tirer en légitime défense. Mais ces mots sonnent creux face aux enquêteurs aguerris qui savent démêler les fils d'une vérité tordue. Pierre Martinez, le jeune officier qui l'accompagnait, devient la clé de l'affaire. Hanté par l'image d'Amélie, s'effondrant dans une mare de sang. Pierre lutte contre la peur et la loyauté envers ses collègues. L'enregistrement secret qu'il a réalisé sur son téléphone, capturant les menaces de Jacques et le coup de feu injustifié, pèse lourd dans sa conscience. Mais un élément nouveau intensifie le drame. Pierre découvre, en fouillant les archives du commissariat, un rapport dissimulé sur une plainte déposée contre Jacques il y a 10 ans. Une jeune femme algérienne arrêtée dans des circonstances similaires avait accusé Jacques d'avoir planté de la drogue dans sa voiture. L'affaire, étouffée par un supérieur influent, n'avait jamais atteint les tribunaux. Ce lien avec le passé de Jacques fait de lui non pas un loup solitaire, mais une pièce d'un puzzle bien plus sombre. Les preuves s'accumulent avec une précision chirurgicale. L'enregistrement de Pierre, bien que furtif, capture la voix arrogante de Jacques proposant une extorsion de 500 €. Son ton railleur lorsqu'il brandit le sachet de drogue et le cri d'Amélie « Ce n'est pas à moi ». Vous l'avez placé là? La caméra corporelle de Pierre, bien qu'imparfaite, montre clairement qu'Amélie n'a fait aucun geste menaçant sa main, s'approchant lentement de sa poche pour prendre son téléphone. Les analystes de la DGSI travaillant sans relâche confirment que le sachet de drogue ne porte aucune empreinte d'Amélie, et la trajectoire de la balle prouve qu'elle était en position de défense, non d'attaque. Le dossier trouvé dans son sac, un rapport partiel sur une enquête visant des officiers corrompus, devient une pièce maîtresse. Les enquêteurs soupçonnent que Jacques ou ses protecteurs savaient qu'Amélie était sur le point de révéler un réseau de corruption impliquant des pots de vin et des falsifications au sein de la police nationale. Était-ce un hasard qu'il l'ait ciblée cette nuit-là ou une tentative désespérée de la réduire au silence? La pression publique atteint un point de rupture. Les manifestations s'intensifient des milliers de Parisiens, des banlieues de Clichy-sous-Bois, au quartier chic du 16e arrondissement, scandant « Justice pour Amélie ». Les médias de Le Monde à France 24 disséquent le passé de Jacques exhumant des plaintes ignorées pour brutalité et propos racistes. Une vidéo virale filmée par un passant lors de l'incident montre Jacques criant des insultes raciales avant de tirer attisant une indignation nationale. Les communautés africaines et maghrébines, souvent victimes de contrôle au faciès, se mobilisent en masse, leur voix résonnant comme un cri de guerre contre un système qui les opprime depuis trop longtemps. Le préfet de police acculé promet une réforme, mais ses paroles sonnent creuses face à l'ampleur du scandale. Pierre, déchiré entre la peur des représailles et son sens de la justice, prend une décision cruciale. Après des nuits d'insomnie hantées par le regard d'Amélie, s'effondrant, il remet son enregistrement à la DGSI. Ce geste, un acte de courage face à la loi du silence policière, brise le mur de complicité. Il révèle toute l'extorsion, le sachet planté, le tir injustifié et même la rumeur d'un supérieur qui aurait couvert Jacques par le passé. Cette révélation déclenche une onde de choc, car le nom de ce supérieur, un commandant respecté, commence à circuler dans les couloirs de la DGSI. L'enquête s'élargit, menaçant de révéler un réseau de corruption enraciné dans les hautes sphères. Amélie, toujours en soins intensifs, devient plus qu'une victime, elle est le catalyseur d'une tempête qui pourrait remodeler la justice française. Mais à quel coût chaque preuve déterrée
Chaque vérité révélée met Pierre en danger, tandis que Jacques, acculé, pourrait chercher à se venger. La colère publique, alimentée par des décennies d'injustice, atteint un crescendo exigeant non seulement la punition de Jacques, mais une refonte totale d'un système qui a trahi ceux qu'il devait protéger. Alors que l'enquête de la DGSI commence à dévoiler les sombres secrets de Jacques Lefebvre et les complicités qui ont permis ces abus. Amélie Dubois lutte pour sa survie dans une chambre stérile de l'hôpital Pitié-Salpêtrière. La balle tirée par un officier corrompu a non seulement déchiré son corps, mais aussi ébranlé sa foi en un système qu'elle a servi avec ferveur. Paris, secoué par des manifestations et une indignation publique sans précédent, retient son souffle tandis que la vérité émerge. Mais au cœur de cette tempête, Amélie, entre la vie et la mort, devient plus qu'une victime, elle est une flamme vacillante qui refuse de s'éteindre. Une nouvelle révélation dramatique surgit. Un message crypté, découvert sur le téléphone d'Amélie, suggère qu'elle avait reçu des menaces anonymes avant l'incident lié à son enquête sur la corruption policière. Cette découverte alimente une colère brûlante. Était-elle une cible désignée pour faire taire une vérité explosive? À l'hôpital, chaque respiration d'Amélie est un combat. Les chirurgiens, après une opération marathon de 8 heures, ont stabilisé son état, mais les dommages sont immenses. Son foie est gravement atteint et des complications nécessitent des interventions répétées. Les moniteurs clignotent leurs bips rythmant, silence oppressant, tandis que le sang continue de suinter sous ses bandages. Pourtant, même dans cet état de fragilité, Amélie reste une guerrière. Entre deux moments de conscience, elle murmure des détails précis de l'incident à une infirmière décrivant le regard haineux de Jacques, son rictus lorsqu'il a glissé le sachet de drogue dans sa voiture et le moment où il a tiré sans hésiter. Ces mots prononcés dans un souffle faible sont une arme, une preuve qu'elle refuse de se laisser réduire au silence. Ses collègues du palais de justice bouleversés se relaient à son chevet, apportant des fleurs et des mots d'encouragement, mais aussi une rage contenue contre un système qui a failli à l'une des leurs. La famille d'Amélie, originaire d'une communauté sénégalaise du quartier de la Goutte d'Or, forme un rempart autour d'elle. Sa mère, Awa, une femme au regard d'acier, passe des nuits à prier, tandis que son frère cadet Malik organise des veillées communautaires pour soutenir sa sœur. Ces rassemblements, où des poètes de banlieue scandent des vers sur l'injustice et où des mères pleurent pour leurs enfants victimes de brutalité, deviennent des symboles de résistance. Mais un élément nouveau ajoute une tension insoutenable. Le message crypté trouvé sur le téléphone d'Amélie, déchiffré par la DGSI, contient un avertissement anonyme reçu 2 jours avant l'incident. Abandonne l'enquête ou tu le regretteras. Ce message envoyé d'un numéro intraçable suggère que l'attaque n'était pas un simple acte de racisme spontané, mais une tentative orchestrée pour stopper son investigation sur un réseau de corruption impliquant des officiers de haut rang. Cette révélation transforme Amélie en une cible désignée, amplifiant l'indignation collective et faisant craindre une conspiration plus vaste. La douleur physique d'Amélie est insoutenable, mais les blessures psychologiques sont plus profondes encore. Elle, qui a consacré sa vie à défendre la justice, se retrouve trahie par ceux censés la faire respecter. Chaque nuit, des cauchemars la hantent, le bruit sec du coup de feu, le sourire cruel de Jacques et l'écho de ses propres cris. Pourtant, au fond de son âme, une colère incandescente brûle une détermination à ne pas laisser ce crime impuni. Son expérience de procureur l'aide à canaliser cette rage. Elle note mentalement chaque détail, chaque mot, prononcé par Jacques, consciente que sa mémoire sera une arme dans la bataille à venir. Ses avocates, des collègues du palais de justice, commencent à préparer un dossier contre Jacques, s'appuyant sur son témoignage et les preuves recueillies par la DGSI. Mais la découverte du message crypté change la donne. Elle suggère que Jacques n'a peut-être pas agi seul et que des forces plus puissantes cherchent à protéger leurs secrets. La communauté africaine de Paris, souvent marginalisée, se mobilise avec une ferveur sans précédent. Des graffitis proclamant « Justice pour Amélie » apparaissent sur les murs de Belleville et des artistes organisent des concerts de solidarité pour financer son rétablissement. Cette vague de soutien donne à Amélie une force inattendue. Une amie proche, Fatou, lui lit des lettres de lycéens de banlieue qui la considèrent comme une héroïne renforçant sa résolution.
Mais la menace plane toujours. La DGSI découvre que le numéro lié au message crypté est connecté à un officier supérieur, un homme influent qui aurait couvert Jacques dans une affaire similaire il y a 10 ans. Cette connexion soulève une question terrifiante. Et si l'attaque contre Amélie était un coup monté pour protéger un réseau de corruption enraciné dans les hautes sphères? Chaque jour, tandis qu'Amélie lutte pour se relever, la colère publique s'intensifie, alimentée par l'idée qu'un tel crime pourrait être l'œuvre d'un système pourri jusqu'à la moelle. Elle n'est plus seulement une victime, mais une étincelle qui menace d'embraser un changement radical, exposant les injustices que trop de gens ont subies en silence. La colère d'une ville, le cri d'une nation. Paris s'embrase pour réclamer justice. Dans les couloirs stériles de l'hôpital Pitié-Salpêtrière, Amélie Dubois lutte pour sa vie, son corps brisé par une balle tirée par Jacques Lefebvre, un policier corrompu dont les actes odieux ont révélé les failles d'un système rongé par l'injustice. Chaque battement de cœur d'Amélie est un défi à la mort, mais aussi un symbole de résistance face à un appareil policier qui a trahi ses idéaux. Alors que la DGSI resserre son étau autour de Jacques, déterrant un réseau de corruption potentiellement lié à son attaque. Paris devient le théâtre d'une révolte sans précédent. Les rues vibrent d'une colère collective, alimentée par une vérité insoutenable. Une procureure garante de la loi a été visée pour avoir osé défier les puissants. Une nouvelle découverte explosive attise les flammes. Une vidéo amateur capturée par un passant montre Jacques proférant des insultes racistes avant de tirer, confirmant que son acte était motivé par une haine viscérale. Ce scandale ne concerne plus seulement Amélie. Il met à nu un système qui protège les criminels en uniforme. La nouvelle de l'agression contre Amélie Dubois, magistrate respectée d'origine sénégalaise, se répand comme une traînée de poudre. Les manchettes de Le Figaro et Libération crient de ce pas, crient l'horreur, une procureure abattue par un policier lors d'un contrôle. Les réseaux sociaux s'enflamment avec le hashtag #ChatJustice. Pour Amélie, partagé par des milliers de citoyens, des artistes de Montmartre aux étudiants de la Sorbonne. Les communautés africaines et maghrébines, souvent victimes de discrimination, descendaient dans les rues de Barbès et de Belleville, brandissant des pancartes où le visage d'Amélie sérieux et déterminé devient un symbole de leur lutte. Les manifestations pacifiques mais puissantes se multiplient. Devant le palais de justice et la préfecture de police, des mères pleurent, des jeunes scandent des poèmes enflammés et des avocats bénévoles organisent des veillées pour exiger une enquête transparente. La colère est palpable, une indignation brute face à un système qui a permis à un homme comme Jacques, avec un historique de plaintes pour racisme et brutalité, de continuer à porter un badge. Une révélation choquante intensifie le drame. La vidéo amateur postée sur YouTube par un passant anonyme capture Jacques criant des insultes raciales. « Sale noire, tu crois que t'es au-dessus de moi ?» juste avant de tirer. Cette preuve virale en quelques heures devient un coup de poignard dans le cœur de la société française, confirmant que l'attaque n'était pas un accident, mais un acte de haine pure. Les journalistes d'investigation de Mediapart à France Info fouillent le passé de Jacques, exhumant des plaintes ignorées par ses supérieurs. Une affaire similaire impliquant une jeune femme malienne, accusée à tort de trafic de drogue par Jacques, il y a 8 ans, refait surface. Cette plainte classée sans suite suggère une complicité institutionnelle qui alimente la fureur publique. Les Parisiens des banlieues au quartier UP s'unissent dans une clameur commune. Combien d'autres victimes ont été réduites au silence? Le maire de Paris, submergé par les critiques, promet des réformes, mais ses paroles sonnent creuses face à l'ampleur du scandale. Le préfet de police acculé doit répondre à des questions brûlantes sur la formation des officiers et la culture toxique au sein de la police nationale. Une rumeur glaçante circule, le message crypté trouvé sur le téléphone d'Amélie avertissant « Abandonne l'enquête ou tu le regretteras » pourrait être lié à un commandant influent, un homme qui aurait protégé Jacques dans le passé. Cette hypothèse, bien que non confirmée, transforme l'affaire en un scandale national, suggérant que l'attaque contre Amélie était une tentative délibérée de faire taire une magistrate sur le point de révéler un réseau de corruption. Les médias internationaux de la BBC à Al Jazeera
s'emparent de l'histoire plaçant la France sous un projecteur impitoyable. Comment un pays qui prône liberté, égalité, fraternité peut-il tolérer une telle trahison? Les organisations de défense des droits humains comme SOS Racisme et le collectif contre l'islamophobie en France organisent des conférences de presse exigeant la destitution des officiers impliqués dans des abus similaires. Des graffitis apparaissent sur les murs du 18e arrondissement. Amélie, notre voix. Les concerts de solidarité ou des rappeurs comme Kerry James dédient des chansons à Amélie attirent donc des foules immenses, transformant la douleur en un cri de ralliement. La découverte de la vidéo et des plaintes passées de Jacques devient un catalyseur exposant les failles d'un système qui protège les coupables au détriment des innocents. Chaque nouvelle révélation, le message crypté, l'affaire étouffer la complicité potentielle des supérieurs, attise une indignation qui menace de faire tomber non seulement Jacques, mais tout un appareil corrompu. Amélie, toujours en soins intensifs, devient un symbole universel, une héroïne dont le sacrifice pourrait changer le cours de l'histoire. La France, déchirée par la colère et l'espoir, attend justice, mais à quel prix? Si cette histoire d'injustice vous révolte et que vous voulez voir la vérité triompher, laissez un commentaire avec le mot « vérité » et abonnez-vous pour découvrir la suite. Que pensez-vous de ce scandale? Partagez vos idées pour arrêter ces abus. Ne manquez pas le prochain épisode où une révélation sur le commandant impliqué pourrait tout faire basculer. Une héroïne brisée se relève, transformant la douleur en une arme pour la justice. Alors que Paris s'embrase sous le cri de « Justice pour Amélie », la ville devient un miroir des fractures d'une société confrontée à ses démons. La vidéo virale montrant Jacques Lefebvre proférant des insultes racistes avant de tirer sur Amélie Dubois, procureure respectée, a enflammé les cœurs et les rues. Les manifestations, les graffitis, les concerts de solidarité ont transformé une tragédie personnelle en un mouvement national exigeant la fin de l'impunité policière. Mais au-delà de la colère collective, une autre bataille se joue, celle d'Amélie, qui, après avoir frôlé la mort à l'hôpital Pitié-Salpêtrière, refuse de se laisser définir par sa douleur. Une révélation saisissante émerge, ajoutant une tension dramatique. Un carnet retrouvé dans les affaires d'Amélie contient des notes manuscrites sur des officiers corrompus, donc le nom d'un commandant influent lié à Jacques. Ces notes cachées dans un compartiment secret de son sac suggèrent qu'elle était sur le point de faire tomber un réseau puissant, faisant d'elle une cible délibérée. Amélie, toujours en convalescence, porte les cicatrices en main d'une balle qui a déchiré son abdomen, mais c'est la blessure infligée à son âme qui brûle le plus. Elle, qui a dédié sa vie à défendre la justice au palais de justice, a été trahie par ceux censés la servir. Les nuits sont hantées par des cauchemars. Le rictus de Jacques, le bruit sec du coup, de feu l'écho de son propre cri. Pourtant, dans cette obscurité, une flamme s'allume. Soutenue par sa famille sénégalaise, ses collègues et une communauté en ébullition, Amélie trouve une force nouvelle. Sa mère Awa lui tient la main, murmurant des prières en Wolof, tandis que son frère Malik organise des collectes pour couvrir les frais médicaux. Des lettres d'inconnus de lycéens de banlieue à des avocats parisiens affluent à l'hôpital, la qualifiant de « lumière dans l'ombre ». Ces mots simples mais puissants rallument son esprit combatif. Le carnet découvert par la DGSI devient une bombe à retardement. Rédigé de la main d'Amélie, il détaillait des soupçons sur un réseau de corruption impliquant des officiers de la police nationale, dont un commandant nommé Philippe Dubois, un homonyme ironique sans lien de parenté, mais au centre d'un scandale potentiel. Ce commandant, selon les notes, aurait couvert Jacques lors d'une affaire similaire il y a 8 ans où une jeune Malienne avait été accusée à tort. Les notes mentionnent des post-vins, des falsifications de preuves et des pressions sur des subalternes pour garder le silence. Cette découverte, si elle est confirmée, pourrait ébranler les hautes sphères de la police, transformant l'affaire Amélie en un scandale d'État. La DGSI, avec une prudence méticuleuse, protège ce carnet comme une pièce à conviction cruciale. Mais sa fuite partielle dans les médias déclenche une nouvelle vague d'indignation. Comment un système peut-il permettre à des criminels en uniforme de prospérer si longtemps? Amélie, malgré la douleur physique qui la cloue au lit, collabore avec les enquêteurs dès que son état le permet. Avec une mémoire aiguisée par des années de pratique juridique, elle livre un récit précis et accablant.
De la nuit fatidique, l'extorsion tentée par Jacques, le sachet de drogue glissé dans sa voiture, le coup de feu tiré sans raison. Sa voix, bien que faible, porte la force d'une procureure qui refuse de plier. Elle révèle également avoir reçu des menaces cryptées confirmées par le message trouvé sur son téléphone suggérant qu'elle était surveillée. Cette information alimente l'hypothèse terrifiante que l'attaque était préméditée orchestrée pour la réduire au silence avant qu'elle ne puisse exposer le commandant Dubois et ses complices. Cette possibilité attise une rage collective. Amélie n'était pas seulement une victime de racisme, mais une menace pour un système corrompu. Plutôt que de retourner immédiatement à son poste de procureur, Amélie décide de transformer sa douleur en action. Elle fonde la Fondation Amélie Dubois pour la justice et l'équité, une organisation dédiée à offrir une aide juridique gratuite aux victimes de violences policières et à promouvoir des réformes profondes. Depuis son lit d'hôpital, elle commence à esquisser les bases de cette mission, rédigeant des idées pour des lois contre les contrôles au faciès et des mécanismes de supervision indépendants. Ses collègues impressionnés par sa résilience la soutiennent, tandis que des militants de SOS Racisme et d'autres groupes se rallient à sa cause. Amélie devient une voix, un symbole de courage pour des milliers de personnes marginalisées de Belleville à Clichy-sous-Bois. Des jeunes filles africaines la citent comme modèle des poètes, dédiant des vers à sa lutte et des avocats bénévoles s'engagent à ses côtés. Mais la menace persiste. La découverte du carnet met Amélie et ceux qui la soutiennent en danger. Des rumeurs circulent sur des pressions exercées sur Pierre Martinez, le jeune officier, qui a livré l'enregistrement crucial pour qu'il se rétracte. La colère publique déjà à son comble s'intensifie face à l'idée qu'un réseau puissant cherche à étouffer l'affaire. Amélie, bien que physiquement fragile, incarne une force indomptable, déterminée à faire tomber ceux qui ont trahi la justice qu'elle a juré de défendre. Son combat, né d'une nuit d'horreur, devient un phare pour une nation en quête de rédemption, mais aussi un défi lancé à un système qui doit choisir entre se réformer ou s'effondrer sous le poids de ses propres péchés. Un cri pour la justice, un défi à un système qui doit répondre de ses crimes. Alors qu'Amélie Dubois, depuis son lit d'hôpital, transforme sa douleur en une mission pour la justice, avec la création de la Fondation Amélie Dubois pour la justice et l'équité. Paris reste en ébullition, secoué par un scandale qui a révélé un réseau de corruption au cœur de la police nationale. Les notes manuscrites d'Amélie détaillant des officiers véreux ont mis en lumière une conspiration qui dépasse Jacques Lefebvre, pointant vers un commandant influent. Cette révélation a galvanisé une nation, mais aussi exposé les plaies béantes d'un système miné par le racisme et l'impunité. Une vérité nouvelle plus troublante encore, émerge une lettre anonyme glissée sous la porte de la DGSI, prétend révéler l'identité d'un complice haut placé qui aurait orchestré l'attaque contre Amélie pour protéger ses propres secrets. Cette lettre écrite dans un style codé intensifie l'indignation jusqu'où s'étend cette corruption. L'histoire d'Amélie expose une réalité brutale. Même une procureure symbole de la loi peut être victime d'un système qui tolère les abus. Le racisme de Jacques, son passé de plainte ignoré et les menaces qu'on émite contre Amélie montrent que l'injustice peut frapper n'importe qui, peu importe son statut. La colère publique attisée par la vidéo virale de ces insultes et le carnet d'Amélie devient un cri de guerre contre un système défaillant. Mais son parcours révèle aussi l'espoir Pierre Martinez, brisant le silence policier et la mobilisation des communautés marginalisées, prouvant que la vérité peut triompher avec du courage. La lettre anonyme, si elle est authentique, pourrait faire tomber des figures puissantes promettant une justice plus large. Amélie, en fondant sa organisation, transforme sa douleur en un combat pour les sans-voix incarnant une résilience qui défie l'oppression. Son histoire est un appel à la réforme, un défi à une société pour qu'elle affronte ses failles et bâtisse un avenir où personne ne subira son calvaire.